Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 22 octobre en Afrique de l'Ouest. Après son époux, c'est maintenant au tour de Fatou Diendéré d'être inquiété par la justice du Burkina Faso. Un mandat d'arrêt international a été lancé mardi à l'encontre de la femme du général responsable du coup d'État du 17 septembre. Seul mandat international délivré pour l'instant dans le cadre de l'enquête sur les responsabilités de ce putsch manqué. 4 autres arrestations sont également en préparation. Fatou Diendéré est une femme influente au sein de l'ancienne majorité parlementaire. Elle siège à l'Assemblée nationale du pays et elle était aussi l'une des figures du CDP, l'ancien parti du président déchu Blaise Compaoré. Et toujours au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a confirmé la liste des 14 candidats pour la présidentielle du 29 novembre prochain. Sans surprise, aucun candidat de l'ancien parti au pouvoir n'a été retenu. La candidature du président du CDP, Edi Komboigo, a notamment été invalidée par le Conseil constitutionnel, et ce suite à l'application du nouveau code électoral adopté par l'Assemblée intérimaire. En Afrique de l'Ouest toujours, les environs du village nigérian de Djingalta viennent de subir une attaque attribuée aux islamistes de Boko Haram. 20 personnes sont décédées mercredi dans cette localité de l'État de Borno, située au nord-est du Nigeria. Selon un membre d'une milice locale qui assiste l'armée nationale dans sa lutte contre Boko Haram, les assaillants fuyaient une opération militaire contre l'une de leurs enclaves dans cette zone. Il était 9h30 local environ lorsqu'ils sont tombés sur 4 véhicules sur la route et ont ouvert le feu sur eux, tuant ainsi leurs occupants. Ils auraient ensuite incendié leur véhicule. Depuis le début en 2009 de l'insurrection de Boko Haram, désormais affiliée à l'État islamique, ce sont au moins 17 000 personnes qui sont décédées. En Afrique de l'Est, le Kenya se prépare à la visite du pape François le mois prochain. Le souverain pontife, qui visitera le quartier précaire de Kangemi, portera plusieurs tenues à l'occasion de ces différentes messes. Des milliers de pièces uniques qui sont confectionnées par un groupe de couturiers locaux extrêmement fiers de leur projet. Personnellement, je suis très heureuse de savoir que je suis en charge de ce projet. Nous avons choisi le design, les meilleurs designs pour lui. Je suis donc très contente de faire ça, d'avoir cette chance et de faire partie de ce projet et surtout d'en être en charge. Nous sommes honorés, très honorés, mais excités aussi, parce que ce n'est pas habituel. Celui-ci est en or, et c'est le plus classique que le pape porterait surtout à Rome, ou du moins du même style. L'autre, celui-ci, c'est l'African Touch. Nous avons décidé ensemble d'imiter les perles des colliers des femmes Maasai. La paix au Mali est en discussion à l'Élysée. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé mardi soir en France pour une visite d'État de 2 jours. Reçu à la présidence par son homologue français François Hollande hier après-midi, leurs discussions ont porté majoritairement sur la consolidation des accords de paix dans le nord du Mali, mais aussi sur la reconstruction de la région, la lutte contre le terrorisme ou encore le développement de leurs échanges commerciaux. Ce jeudi, M. Keïta participera à l'ouverture d'une conférence de bailleurs de fonds sur la relance économique de son pays. Il est aussi attendu près de Verdun pour un hommage aux soldats maliens tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale. La paix également en question au Soudan. Le gouvernement soudanais a annoncé hier aussi avoir accepté une invitation de l'Union africaine pour participer le mois prochain à Addis Abeba à des négociations de paix avec les rebelles du SPLMN, le mouvement de libération du Soudan. De son côté, le SPLMN, qui combat depuis 2011 les forces de Khartoum dans les États du Kordofan Sud et du Nil Bleu, n'a pas précisé s'il participerait à ces discussions. Pendant le même temps, des ambassadeurs de l'Union européenne ont eux visité hier le camp de réfugiés d'Al-Adzaza dans l'État du Nil Bleu, l'occasion de fournir une aide au développement, mais aussi une assistance humanitaire dans ce pays où, vous savez, plus de 300 000 personnes sont mortes et 2,5 millions de personnes ont été déplacées depuis que les conflits ont éclaté dans la région du Darfour, minée depuis 2003 par des violences entre le gouvernement et des insurgés qui se sentent ethniquement marginalisés par le régime d'Omar el-Béchir. Dans la Libye frontalière, les corps de 6 personnes ont été découverts hier sur une plage près de Tripoli.
Selon les organisations humanitaires du Croissant Rouge libyen qui a retrouvé ces morts, dont une fillette, il semblerait que ces personnes aient été des migrants noyés. Ces victimes échouées sur le littoral à Garabouli, situé à 60 km à l'est de la capitale Tripoli, n'ont pas encore pu être identifiées. À l'international, une célébration a eu lieu hier à Tel Aviv en l'honneur de Hatom Zaroum. Les personnes rassemblées rendaient hommage à ce demandeur d'asile érythréen âgé de 29 ans et qui est mort après avoir été lynché lundi. Alors qu'il attendait son bus après être allé renouveler son visa, un arabe israélien a fait irruption dans la gare et a tiré sur la foule et sur un soldat. Pris par erreur pour l'auteur de cet attentat, le jeune érythréen avait alors été passé à tabac par des Israéliens revanchards. Depuis, 4 membres israéliens de l'administration pénitentiaire suspectés d'avoir participé à ce lynchage ont été arrêtés. D'autres arrestations sont également prévues. Et parmi les participants à la commémoration d'hier à Tel Aviv, les personnes venues de toute communauté et de toute confession ont tenu à adresser leur soutien à la communauté érythréenne. Écoutez-les. Tous ici, en tant qu'êtres humains, nous crions vers les cieux. Assez. Nous en avons assez de ces souffrances, les souffrances de ceux assemblés ici, du peuple israélien, du peuple palestinien. Prions ensemble afin qu'Hatom nous enseigne une leçon, qui est que de la haine ne sert à rien, n'aide en rien, et que la violence n'est pas la solution. S'il vous plaît, le gouvernement israélien et le peuple israélien, ouvrez vos yeux et respectez-nous en tant qu'êtres humains. Essayez de vous souvenir de notre histoire, du temps où vous étiez, vous aussi, des réfugiés. Honte à eux pour avoir fait ça. Honte à eux. N'ont-ils pas honte lorsqu'ils affirment qu'il a essayé de tuer des gens et qu'ils l'ont donc tué? Ils l'ont tué car ils détestent les Noirs. C'est ça que nous pensons. Vous savez, qui va les juger? C'est Dieu. Les Juifs étaient autrefois dans la même situation que nous. Le président chinois Xi Jinping est en visite officielle au Royaume-Uni depuis mardi, et ce pour 4 jours. Hier, il a rencontré David Cameron, le Premier ministre britannique, au menu des contrats commerciaux portant sur 30 milliards de livres. Mardi, le couple présidentiel chinois a joui de l'hospitalité britannique réservée aux hôtes de marque. Une journée commémorée par un défilé en carrosse sur le célèbre Mall de Londres, qui s'est achevé par un banquet officiel au palais de Buckingham. À noter la présence mardi de quelques 200 manifestants de diverses organisations non gouvernementales rassemblés le long du Mall afin de dénoncer la prédominance des intérêts économiques sur la question des droits de l'homme. Alors si pour certains de ces spectateurs, c'était l'excitation qui prédominait, d'autres ont eu un regard plus sévère sur l'attitude du gouvernement britannique. Écoutez. Je pense que la Chine et la Grande-Bretagne peuvent toujours être bons amis. Dans de nombreux endroits et nombreux domaines, nous pouvons coopérer et je pense que nous pouvons garder cette bonne relation. C'est vraiment ironique que jusqu'à présent, il y a toujours beaucoup de sympathisants qui viennent supporter Xi Jinping, mais que tous ignorent les demandes ou l'importance des droits de l'homme. Le gouvernement britannique déroule le tapis rouge à cause de l'argent chinois et des investissements dans le pays. Mais en tant que citoyens britanniques, nous voulons envoyer un message au président chinois et au Premier ministre britannique, ainsi qu'à l'actuel gouvernement britannique, que nous pouvons accueillir les investissements et le commerce du gouvernement chinois, mais que nous ne devons pas oublier nos droits de l'homme, les valeurs et la liberté, la démocratie et les droits des peuples, pas seulement dans ce pays, mais en Chine et dans différentes parties du monde. Le Mexique a annoncé hier l'arrestation de 6 personnes responsables de l'évasion le 11 juillet dernier du baron de la drogue Joaquín Chapo Guzmán. Parmi les personnes arrêtées, il y a le pilote qui a transporté El Chapo après son évasion. Il y a aussi le beau-frère du narcotrafiquant qui aurait supervisé les travaux de construction du tunnel d'où s'est échappé Joaquín Guzmán. Plus de détails dans ces déclarations de la procureure générale Arely Gómez hier en conférence de presse à Mexico. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de déclarer le démantèlement du groupe responsable de la planification, l'organisation et la réalisation de l'évasion depuis l'extérieur. Le beau-frère de Joaquín Guzmán Loera a été arrêté pour sa participation à l'évasion, ce qui consistait à planifier et superviser la construction du tunnel. Il est aussi responsable de l'organisation de la sortie et du transport du fugitif vers un site où il s'est réfugié.
Guzman a réussi à s'échapper de prison, mais ni lui, ni ceux qui l'ont aidé n'échapperont à la justice. Le monde du football continue de trembler. La commission d'éthique de la FIFA, la Fédération internationale de football, a annoncé hier l'ouverture de 2 procédures d'enquête. Sont visés l'icône du foot allemand Franz Beckenbauer, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, mais aussi l'espagnol Ángel María Villarriona, l'un des vice-présidents actuels de l'instance internationale de football. Aucune précision n'a été donnée pour le moment sur les motifs de cette procédure, ouverte par la commission d'éthique. L'organe disciplinaire a par ailleurs assuré qu'il fera également tout ce qui est en son pouvoir pour rendre son jugement sur Joseph Blatter et Michel Platini d'ici la fin de leur suspension à titre conservatoire de 90 jours. Terminons ce flash information avec un mot de gastronomie. Le célèbre guide Goemio vient de sacrer Alexandre Gauthier cuisinier de l'année. Le chef du restaurant La Grenouillère à la Madeleine sous Montreuil, dans le Pas-de-Calais, a été distingué dans la nouvelle édition de la Bible gastronomique qui paraît ce jeudi. Reportage. Casser les codes de la gastronomie traditionnelle, c'est le style d'Alexandre Gauthier, 36 ans, chef du restaurant La Grenouillère. Ce qu'il aime, associer 2 ou 3 produits, des herbes, pour une explosion en bouche. Ça c'est une huître grillée, c'est une grosse huître de Saint-Va, de pleine mer. On a des coquillets et qu'on là on marque au fer très fort pour l'amener comme une viande. Vous savez un peu grillé comme une viande. On va amener avec les dernières courges vertes. Ces produits à 80% de son terroir du Nord-Pas-de-Calais. Mais dans les mains de son équipe d'une dizaine de personnes, la betterave devient raviole et les herbes du jardin une bulle du marais à la glace chlorophylle, l'un de ses desserts phares. Une audace créatrice qui a séduit le prestigieux guide Goemio. Il a vraiment trouvé des codes qui sont les siens, de grande sincérité, de grande authenticité, et en même temps la capacité à être en prise directe avec les éléments bruts. Et on le voit dans les matériaux de sa cuisine. Donc il a compris la cuisine, la nouvelle cuisine en fait, la cuisine à venir, c'est quoi ? C'est cette sincérité et en même temps une très forte dose de créativité. Désigné chef de l'année, Alexandre Gauthier dirige La Grenouillère depuis 2003. Un établissement créé par son père 25 ans plus tôt, mais alors en difficulté. À la longère traditionnelle, il rajoute 2 chapiteaux et choisit une salle moderne, entièrement ouverte sur la cuisine. La Grenouillère n'est pas une cuisine du quotidien, il y a beaucoup de cuisiniers qui travaillent là-dessus, on est tout le temps en recherche, tout le temps en mouvement, et voilà, et après on propose comme ça les clients. Alors ces plats, c'est pas entrée plat dessert, ça peut être entrée plat dessert, mais tout ça, ce sont des plats qui se mettent dans un menu, qui montent crescendo, qui sont écrits entre 8 et 12 services, avec des montées, des petites ruptures, et ça monte crescendo. Une formule à 48 € le midi et des menus de 95 à 125 € le soir. Situé en pleine campagne, mais non loin de la Belgique et de l'Angleterre, il séduit une clientèle à 50% étrangère. Bon appétit. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 22 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.